Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de 6 romans qui sont 6 des lectures que j'ai effectuées en juin. Pour ce topo lecture, on va partir en voyage puisque je t'emmène aux États-Unis, en Italie, en France et à La Réunion, mais dans différents genres. Avant de commencer, je tenais juste à te rappeler aussi que si jamais tu as envie de me suivre, en tout cas dans mes lectures, plus ou moins au jour le jour, je t'invite à aller me suivre sur Livre Addict ou alors sur Instagram, mais voilà, ça c'est si le cœur t'en dit. Voilà, ceci étant dit, je passe tout de suite à la première lecture du jour, qui est Nécropolis, écrit par Herbert Lieberman. C'est un roman donc, qui a été écrit en 1976. L'auteur est américain et pour cette lecture, je l'ai faite en lecture commune avec Annabelle, qui, dans l'ordre, est une collègue abonnée et maintenant copine. Donc on a sorti cette lecture. Au niveau de l'histoire, eh bien, Lieberman nous emmène dans un New York dans les années 70, plus particulièrement d'un institut médico-légal, dont le légiste en chef, Koning, est brillant et est notre principal protagoniste. Donc ça c'est déjà un point qui a été assez intéressant parce que je trouve que c'est très originel d'être plongé comme ça dans un institut et avec un héros qui n'est pas policier mais qui est médecin légiste. Alors au niveau du récit, il se compose d'une narration jour après jour, heure après heure, et c'était un découpage important parce que grâce à cette narration, on est pris dans un suspense, on voit un petit peu comment est-ce que les jours de ce médecin légiste se composent et comment. Et on se rend compte que c'est assez bien chargé, qu'il fait beaucoup de choses, qu'il passe d'un domaine à l'autre. Et donc cet enchaînement d'heures et cet emploi du temps est au cœur du récit aussi parce que ça donne ce rythme. Tout au long de l'histoire, on va suivre Koning dans son cadre professionnel et puis il y a son personnel qui entre aussi en jeu et qui va interférer parce que on apprend très très vite que sa fille a été portée disparue, sa fille a 22 ans et depuis quelques mois, il n'a plus aucune nouvelle de sa fille. Donc on se rend bien compte que même s'il continue sa vie professionnelle, eh bien évidemment c'est chamboulé parce que il a peur, il se demande ce qui arrive à sa fille, il y a une enquête qui est menée pour la retrouver et donc évidemment que c'est obsédant puisque il aimerait bien savoir ce qui est arrivé à sa fille. Voilà pour l'histoire, puisque c'est difficile de t'en dire plus. Il y a cette enquête au niveau de sa fille, il y a cette incursion du personnel dans son professionnel et donc on évolue avec lui dans sa vie professionnelle. On passe d'un procès à une enquête où il est appelé en tant qu'expert, ou alors sa vie dans l'institut avec ses collègues et voir comment est-ce qu'il procède aux autopsies. Donc c'est un roman qui est très noir, j'y reviendrai après. J'avais envie de parler un peu de l'écriture. J'ai trouvé que grâce à cet enchaînement d'heures, ou en tout cas ce timing qui nous est proposé, il y a un excellent rythme, il y a beaucoup de suspense, on est vite accroché. Les 100 dernières pages sont assez haletantes. En plus du rythme et de l'écriture qui est vraiment très agréable, il y a une ambiance qui est bien présente. On est dans un roman noir et l'ambiance est noire aussi. On se trouve quand même dans un institut médico-légal avec des autopsies de mort. Ce que j'ai trouvé de très bien ficelé, très bien fichu, c'est que l'auteur nous propose la lecture de rapports. Donc on voit l'écriture petit à petit d'un rapport du médecin légiste et les différentes parties de ce rapport sont entrecoupées de pensées personnelles et de pensées personnelles obsédantes puisqu'il s'agit évidemment soit de souvenirs par rapport à sa fille, soit d'obsessions qu'il a, ou de peurs qu'il a et qu'il met en avant. Le personnage principal est bourru à souhait. Il a des défauts, c'est un anti-héros quelque part, mais grâce à son intelligence et à sa maîtrise du sujet, parce que c'est un vrai expert, eh bien on l'apprécie et on évolue avec lui avec beaucoup de plaisir. Même s'il n'est pas parfait, eh bien on apprécie le personnage. En tout cas moi j'ai bien aimé ce personnage-là et j'ai trouvé que l'intelligence était bien mise en exergue grâce notamment à ses réactions et à ses réparties, que ce soit pendant le procès, que ce soit avec ses collègues. Donc voilà, je trouvais ça vraiment bien fait. Et puis il y a l'ambiance de l'institut médico-légal, mais aussi l'ambiance en plein New York. Comme je le disais, on est dans les années 70.
mais c'est un New York sale, dans lequel on évolue principalement la nuit. Il y a évidemment la mort, il y a la crasse. Voilà, c'est vraiment bien réussi. Tout ce qui est mis en place participe vraiment à la bonne réalisation de ce roman noir. La société est également bien illustrée et l'histoire se tient. Jusqu'au bout d'ailleurs, avec un bon dénouement. Donc évidemment, je ne peux pas tout te dire, mais je t'invite vraiment, si tu aimes les romans noirs qui changent un peu, alors c'est un des classiques des romans noirs, il n'usurpe pas sa réputation. Moi, j'ai adoré cette lecture. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait entre le roman noir et le roman policier, vu les enquêtes. Donc, grande réussite pour ma part. J'enchaîne ensuite avec Vivonne, écrit par Jérôme Leroy. On est ici aux éditions Folio SF. Jérôme Leroy est français et ce livre a été publié pour la première fois en 2021 aux éditions de la Table Ronde. C'est un roman de fantaisie qui est centré sur la personne et l'écrivain Vivonne. Dans ce livre, on alterne les différents chapitres avec le point de vue d'un narrateur qui a bien connu Vivonne et principalement Alexandre, dans un second temps, qui veut faire la biographie de Vivonne. On se situe dans le livre en 2020, donc c'est pas sur ce volet-là que la fantaisie apparaît. On avance, on recule dans le temps pour évoquer plusieurs périodes de la vie de Vivonne. Dans cette France, il y a des conflits, le pays et même le monde est en guerre, il y a eu énormément de catastrophes naturelles, c'est en ça qu'on est dans un univers plutôt d'anticipation, on va dire, ou d'uchronie, puisqu'on est en 2020, donc que se passerait-il si en 2020 il y avait ces catastrophes naturelles, mais bon, c'est un mélange entre la science-fiction et la fantasy. C'est un petit peu difficile, je trouve, de le genrer formellement. Le livre a une très très grande place dans ce livre, et ça je te laisserai évidemment découvrir. Pour moi, le point positif, ça a été l'idée derrière ce livre, derrière le message apporté, derrière la construction du roman. Par contre, j'ai moins aimé la réalisation. J'ai trouvé que c'était bien écrit, je peux pas vraiment reprocher quelque chose à l'écriture, mais j'ai trouvé le roman profondément ennuyeux. Ennuyeux à cause de nombreuses longueurs et à cause du non-attachement que j'ai eu pour le personnage. J'ai peu eu d'intérêt aussi au niveau de l'histoire et de cette enquête, enfin pas cette enquête, mais la recherche de la biographie de Vivonne. Et donc toutes les idées qui étaient derrière pour moi auraient pu vraiment être assez géniales finalement, mais ça a pêché sur la réalisation, comme je le dis quelques fois, mais ici c'est vraiment ça parce que ce ne sont pas des reproches, la sauce n'a pas pris, et voilà, ça arrive aussi. Ça arrive même souvent. Alors, je parle de l'imaginaire et d'un style qui se mélange. Alors, c'est le cas, il y a de l'imaginaire, c'est présent, mais faiblement. Quelqu'un qui n'aime pas la fantaisie peut s'y retrouver, quelqu'un qui n'aime pas la science-fiction peut s'y retrouver. Les catastrophes naturelles ne sont vraiment pas mises au premier plan, comme ce qu'il y a d'un petit peu magique n'apparaît pas non plus au premier plan. Donc on peut vraiment se laisser aller et découvrir cette histoire pour l'histoire. Si on accroche au style et si on rentre bien dedans, je pense que ça peut être une grande réussite. D'ailleurs, il a obtenu des prix. Voilà, ça ne veut pas toujours dire quelque chose, mais il a eu le Grand Prix de l'Imaginaire de 2022. Donc voilà, moi ça ne l'a pas fait, mais je reconnais les qualités que le livre rencontre. J'ai aussi envie de parler d'un point par rapport aux personnages, parce que ce sont les personnages qui dressent un portrait de Vivonne, mais pour ma part, j'ai vite compris où on allait, ou ce qu'on voulait en dire. Du coup, l'attachement ou l'intérêt, évidemment, s'arrête. En tout cas, pour ma part, c'est ce qui explique aussi le manque d'intérêt à un moment, parce que je trouvais qu'on tournait un petit peu en rond, et ça ne montait pas. Pour terminer, j'ai vraiment bien aimé le message. J'en ai parlé un petit peu plus avant dans la vidéo, mais le message était vraiment très chouette. Et c'était intéressant aussi, de par le thème qu'il aborde, mais le problème c'est que on n'en parle pas assez souvent, et donc lorsqu'on parle de ce message, mon intérêt redoublait, ou en tout cas se rehaussait, mais comme c'était dans des moments marginaux, eh bien évidemment, de manière globale, j'ai été moins intéressée par ma lecture. Donc, en conclusion, c'est une lecture qui est mitigée. Voilà, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce livre, ça a été un petit peu déçu. C'est comme ça arrive. Ensuite, on part en Italie avec Histoire de la colonne infâme, qui a été écrit par Alessandro Manzoni. C'est traduit de l'italien par Christophe Milecci. On est aux éditions Babel, et cet auteur a écrit cette histoire en 1843. C'est un auteur italien du 19e siècle, et cet auteur souhaite nous faire revivre le procès qui a eu lieu à Milan en 1630
et il va essayer d'en décortiquer les rouages, parce que c'est pas à proprement parler un roman, c'est plutôt une sorte d'entre-deux entre une histoire racontée mêlée de faits documentés. Voilà, je peux pas vraiment le dire autrement. Qu'est-ce qu'il s'est passé en 1630? Eh bien, suite à l'accusation d'une femme qui aurait vu un homme enduire une porte d'un produit, eh bien, cette accusation aurait été à la base d'un procès mené contre plusieurs personnes parce qu'ils ont considéré que ce produit et le fait d'enduire ce produit sur les portes était à la base de la propagation de la peste en ce temps-là. Et donc après un simulacre de procès et plein de tortures, 2 hommes sont condamnés à mort. Avant la condamnation à mort, ils sont condamnés à être torturés physiquement et donc psychologiquement également. Leur maison sera brûlée et une colonne infâme sera érigée pour que chacun puisse se souvenir de ce qu'ils ont commis d'horrible. Ça, c'est l'histoire. Et donc, ce qu'il veut essayer de démonter, ce sont les inepties. Ce sont les différents racontards, ce sont les mécanismes qui se sont joués pendant les procès, le fait que certaines personnes sont obtus et n'ont pas envie de revenir en arrière et se remettre en question, j'en passe et des meilleurs. Je te laisse évidemment le découvrir parce que c'est tout le sel de cette histoire. Il n'y a pas de spoil dans ce que j'ai dit parce que dès le début, on apprend la sanction, on apprend également ce que ces personnes vont endurer. Donc ce qui est intéressant, c'est évidemment toute l'analyse qui est faite, les références à certains auteurs aussi, et le fait de tout décortiquer. En plus, on compatit assez fort avec les accusés, évidemment, on est révolté, on crie à l'injustice. On comprend un peu que, comme pour les sorcières de Salem ou évidemment plein d'autres choses, la justice ne se base pas que sur des éléments objectifs ou des éléments probants. Donc évidemment que ça stimule l'indignation qu'on a. Et puis pour terminer, il faut que je parle aussi de l'écriture parce que j'ai trouvé que l'écriture était super bien travaillée. J'ai trouvé aussi qu'il fallait être assez concentré parce que les tournures de phrases sont soutenues. Donc voilà, tout était réuni pour que ce soit une très belle lecture. C'est une très belle découverte et j'ai beaucoup aimé faire cette lecture. Ensuite, on va partir aux États-Unis avec Janine Cummins qui a écrit Une déchirure dans le ciel en 2004 pour la version originale. C'est sorti en 2022 pour la version française. Ici, on est aux éditions 10-18 et c'est traduit de l'anglais par Christine Hochet. Ici, on est dans un roman qui est plutôt même totalement autobiographique. C'est entre l'autobiographie et le true crime d'ailleurs, puisque Janine Cummins prend le parti de nous raconter ce qu'elle a vécu, elle et sa famille, lorsqu'elle avait 19 ans. Alors elle nous le raconte évidemment avec sa subjectivité, mais vu sous un angle d'un narrateur omniscient. Donc ce n'est pas un récit à la première personne du singulier, mais vraiment avec ce narrateur externe. Mais elle nous explique, je ne sais plus si c'est dans la préface ou dans la postface, que c'est arrivé et on a tout un petit dossier en postface avec les photos des membres de sa famille. Donc moi je ne le savais pas du tout, en fait j'ai vu que c'était un coup de cœur d'un des libraires, j'avais regardé un petit peu le résumé, ça me semblait intéressant et donc je partais un petit peu à l'aveugle. Je suis partie dans les années 90 où son frère et ses 2 cousines ont croisé la route en fait de 4 garçons. Et cette rencontre tourne mal. Alors on peut pas vraiment le dire, moi c'est vraiment un euphémisme parce que c'est un vrai drame qui se joue. Il y a des trigger warnings aussi. Je vais pas en dire plus parce qu'au niveau du résumé, c'est ce départ. Et puis après, il y a comment est-ce que chacune des personnes de la famille va réagir, comment vont évoluer les liens dans cette famille, et puis il y aura un procès, donc comment est-ce que ça aussi, ça va se concrétiser. Donc l'autrice nous raconte et nous fait découvrir les différents personnages qui sont évidemment partie prenante. Elle nous relate, donc comme je le disais, cet événement-là, comment ça se passe au niveau du commissariat quand il faut prendre les dépositions, et puis après le procès et tout ce qui s'ensuit. Ce que j'ai trouvé de très qualitatif au roman, c'est une écriture qui est ultra dynamique. Elle est très concrète, très réaliste, même si elle est partie prenante. Ça n'a jamais été lassant. Il y a toujours l'intérêt qui est suscité et puis on a beaucoup d'attachement, je trouve, au personnage. C'est une très très bonne lecture, même si pendant la lecture on a un sentiment de tristesse. Donc j'avais enchaîné après la colonne infâme
une déchirure dans le ciel. Je crois que c'était un petit peu too much, l'enchaînement des deux, parce que dans les deux, on a un sentiment un petit peu de déprime et un sentiment de révolte. Voilà, c'était peut-être pas le meilleur sentiment à garder sur la longueur. Maintenant, dans celui-ci, Janine Cummins nous parle également de résilience et des liens dans une fratrie, et ces liens apparaissent vraiment en filigrane de tout le roman, et ça c'était très beau et très touchant, c'est ce qui a participé au fait que les personnages étaient attachants. Voilà, tu l'auras compris, ici aussi j'ai beaucoup aimé cette lecture, cette écriture, et donc voilà, une très très belle découverte. À présent, je te présente Dans le battant des lames de Vincent Constantin. C'est un livre qui a été écrit en 2024, c'est un primo-roman, et c'est paru aux éditions du Penseur, qui est une maison d'édition que j'aime énormément, que je t'ai présentée dans ma vidéo sur les 5 maisons d'édition que j'appréciais particulièrement. Il y a une petite originalité également, puisque nous sommes, je ne sais pas si tu le verras, mais nous sommes dans une version bilingue. À gauche, on a la version en créole de La Réunion, et à droite, la version qui est en français. Les deux parties ont été réalisées par l'auteur, ça c'est important de le souligner. Et pour la petite histoire, c'est un livre que j'ai pris à l'aveugle sur les recommandations d'une autrice que j'appréciais, donc je suis allée à la foire du livre, sur leur stand. J'ai parlé avec l'autrice de L'homme qui n'aimait plus les chats, qui m'a recommandé celui-là. Je n'en savais rien du tout de l'histoire, elle m'a juste dit que c'était bien écrit. L'auteur était présent et du coup j'ai eu une dédicace. Et puis je me suis lancée à la découverte de cette histoire. C'est un livre dont l'histoire hante. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai lu, et j'y pense encore, mais vraiment très 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 souvent. Là, on est dans un roman choral, dont les chapitres portent la voix d'un narrateur ou une narratrice, à chaque fois à la première personne du singulier, donc on est super proche de tous ces personnages et on est hyper impliqué dans le récit, et on alterne les différentes temporalités aussi. C'est l'histoire donc de plusieurs personnages à la vie assez tragique et assez dure. On suit Irina, qui a été mère à 12 ans, ça te donne un petit peu une idée de ce qu'on va retrouver dans le texte. Irina donc a un premier enfant à 12 ans, et puis des années plus tard, elle va épouser le frère jumeau du mari d'Irène, et elle va subir des violences conjugales. Alors, est-ce que je dois en dire plus sur les personnages? Alors c'est difficile parce que le roman est assez court puisqu'il faut le diviser par deux. Cette histoire est difficile et on arrive donc dans ces différents personnages qu'on voit enfants. Et je pense qu'il faut vraiment se laisser porter et découvrir petit à petit les liens entre eux, comment est-ce qu'ils ont, ce qu'ils ont vécu et comment. Parce que c'est un roman donc très court et qui nous fait vivre intensément tous ces drames familiaux et vécus par les différents protagonistes. C'est très oral, c'est très ancré aussi dans l'environnement de La Réunion, et donc c'est très dépaysant et très immersif aussi. C'est un roman qui est très dur, qui est très poignant, ça prend aux tripes. Il y a pas mal de trigger warning, hein, tu t'en doutes, avec ce que j'ai déjà évoqué. Et c'est difficile parce qu'en fait j'ai adoré cette lecture. C'est une plume qui a énormément de force, qui a énormément de caractère, qui donne du caractère aux personnages en peu de mots. Ils sont super forts, ils sont super attachants, c'est très douloureux ce qui leur arrive, il faut s'accrocher parce que c'est vraiment pas simple. Et en même temps, on a une grande force, une grande puissance qui ressort de ce roman. On a une grande thématique par rapport aux couples parentaux qui peuvent être destructeurs. Et en même temps, certains liens qui peuvent nous aider et comment les gens essaient de s'en sortir. Voilà, je peux pas en dire plus, et c'est très frustrant parce que c'est une merveilleuse découverte. J'ai effectivement trouvé que tout était réussi. Je ne pouvais pas m'arrêter de lire tellement le style vous prend. J'aimais ces personnages qui avaient une réalité qui était vraiment hautement noire et tragique. J'ai tout aimé dans ce roman, j'ai été extrêmement émue aussi en le lisant, et je le dis, ça reste, ce sont des personnages, c'est une histoire qui prend de l'ampleur. Je crois que c'est un petit peu la fin qui était un petit peu trop abrupte, qui fait que ce n'était pas la perfection, mais qu'est-ce que je vais recommander ce roman? Attends-toi à le retrouver plusieurs fois sur ma chaîne pendant les années à venir. Voilà, donc tu l'auras compris, je recommande vraiment la découverte de ce livre qui a été une très 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 belle lecture pour ma part. Et puis le dernier livre que je te propose aujourd'hui, c'est un livre
qui s'intitule Histoire du Fils, qui a été écrit en 2020 par Marie-Hélène Lafont. On est aux éditions Buchet-Chastel. Et pour la petite histoire, c'est une autrice que j'avais lue et que j'avais découverte avec Les Sources, mais j'avais moins aimé, enfin c'était une lecture mitigée et on m'a recommandé Histoire du Fils. Et du coup, ben voilà, je remercie les personnes qui m'avaient proposé parce que c'était une bonne lecture. Maintenant, je m'explique. Je trouve ça marrant comme parfois on enchaîne les lectures et on se dit, tiens, on comprend pourquoi, on est appelé par certaines histoires. Ici, ça a été ça. On est resté sur la même thématique parce que c'est également le couple parental destructeur. On est avec un narrateur externe qui est omniscient. Vu qu'il est omniscient et qu'on n'est pas à la première personne, il y a quand même beaucoup plus de distance. Et Histoire du Fils parle de la vie d'une famille, la famille d'André en particulier. Il est élevé par sa tante parce que sa mère l'a abandonné et le père est inconnu, donc c'est vraiment la tante qui est la figure maternelle. Dans cette histoire, on apprend comment il a été élevé, quelle vie ont eu ses parents, quels ont été les différents éléments de construction et de déconstruction. Alors l'écriture, elle est assez semblable que dans Les Sources. On est dans les différentes pensées, même si on n'est pas à la première personne du singulier. C'est un style que j'ai apprécié, qui était très sympathique, je dois dire. C'était très agréable. Malheureusement pour moi, ça a souffert de la comparaison avec Dans le battant des lames, parce qu'on est des mêmes thématiques, mais Dans le battant des lames a une puissance qui est multipliée par 10. Donc ici, j'ai trouvé ça moins puissant, moins touchant, moins fort, moins dur, moins joli aussi, parce que Dans le battant des lames est très beau malgré toutes ces noirceurs. Du coup, ça m'a semblé un petit peu fade et un peu plus mièvre que le précédent. Je pense que si je l'avais lu indépendamment ou bien vraiment dans un autre timing, j'aurais bien plus apprécié ma lecture parce que j'ai bien plus apprécié Histoire du Fils que Les Sources. Et je trouvais que c'était vraiment un bon roman. Malheureusement, il a été un peu distancé par Dans le battant des lames à cause des thématiques semblables. Voilà, pas de chance, j'ai envie de dire, parce que sinon c'était une réussite. Alors c'est une lecture que j'ai appréciée de toute façon, et donc je t'invite à la faire toi aussi, si le cœur t'en dit. On a terminé pour le topo du jour. J'espère que tu as eu certaines envies lecture, que ça t'a donné des idées pour lire autre chose, ou des choses qui pouvaient te plaire, ou bien partir à la découverte d'un auteur ou d'une histoire. Je te dis à bientôt, n'hésite pas évidemment, comme d'habitude, à commenter, à partager. Et puis on se retrouve tout bientôt. Moi, je te souhaite évidemment de très belles lectures et que le plaisir de lire soit avec toi.